Bonsoir à tous, bienvenue à Raw Material Company et bonne année. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Raw Material Company est un centre pour l'art, le savoir et la société. C'est une initiative qui s'articule autour du commissariat d'exposition, de l'éducation artistique, des résidences, de la production de savoir, de la documentation et de la critique d'art. L'espace implique œuvre à la croissance et à l'appréciation de la créativité artistique et intellectuelle en Afrique. Le programme conçoit la pratique curatoriale dans un large spectre, c'est-à-dire transdisciplinaire, qui se nourrit de la littérature, du film, de l'architecture, de la cuisine, de la politique, de la mode, de la diaspora, et j'en passe. Alors, aujourd'hui, vous êtes là, on vous accueille dans le cadre de l'exposition La ville est à nous. Et dans la continuité de cette exposition, on vous propose un programme qui s'appelle les Citéologies. C'est une série de programmes publics en lien avec la thématique de l'exposition. Citéologie, c'est un programme qu'on a développé avec Carole Diop depuis 2018, à la suite de la première collaboration qu'on a eue dans le cadre de leur recherche avec Zinga, qui s'appelle Dakar Morphose. Et c'est un programme curatorial récurrent qui offre une réflexion sur les politiques architecturales et urbanistiques des villes africaines. C'est aussi un cadre pour la prise de conscience de l'état actuel de l'architecture et de l'urbanisme en Afrique. Aujourd'hui, donc, on a une table ronde intitulée Patrimoine transversal et identité. Les intervenants vont y aborder la question de la sensibilisation de la population, qui implique notamment celle de l'appropriation ou de la réappropriation du patrimoine. Ils vont évaluer ensemble les critères de validation pour la protection du bien commun et pour revaloriser l'identité de la ville. Bienvenue tout le monde, merci d'être là dans le MacJam. Merci aux intervenants d'être présents et d'aborder un sujet qui appelle à l'implication de tout un chacun. L'exposition La ville est à nous est faite à travers une résidence de production avec les architectes Zingabo et Carole Diop au sein de Raw Material. La résidence qu'elles ont menée au sein de Raw Material Company continue l'enquête et la recherche sur la transformation de la ville de Dakar, démarrant depuis 2018, mettant en question l'identité de la ville et du patrimoine matériel et immatériel. Donc, sans plus attendre, on va vous présenter nos deux modératrices, Carole Diop et Zingabo. On n'a pas pris les bios, donc on va le faire en freestyle. Carole, elles sont toutes les deux architectes. On collabore avec Carole donc, dans le cadre du programme Citéologie depuis plusieurs années. Carole est aussi enseignante et récemment a été nommée au Conseil de l'Ordre des architectes. Zinga travaille cofondatrice du cabinet Orofila, ici du cabinet d'architecture Orofila à Dakar, et elle participe à beaucoup de programmes internationaux. Elle est basée entre Londres et Dakar, et elle a été également enseignante auparavant, et aujourd'hui elle participe à un programme international avec le CCA de Montréal. On vous laisse donc introduire les intervenants qui vont participer à la table ronde. Merci Delphine et Phoebe, bienvenue à tous, merci d'être là ce vendredi après-midi. On voudrait commencer par présenter, et merci bien sûr à nos intervenants d'être là. On commence par les présentations, en ordre d'assises. On a Maro Petroni, qui est un artiste céramiste italien, installé au Sénégal depuis 1983. Il est aussi un acteur reconnu de la vie culturelle du pays. Autre empreinte laissée dans de nombreux bâtiments de la ville, dernièrement à la gare de Dakar, magnifiquement restauré. Son atelier céramique Almadi accueille régulièrement des manifestations d'art contemporain. Membre du comité d'orientation de la Biennale de Dakar de 2002 à 2022, il a également géré l'organisation et la communication du OFF. Il a aussi été conseiller culturel de la société Eiffage, connu pour ses actions de soutien à la culture. En 2012, il crée le parcours avec Koyoko, qui les accompagne toujours aujourd'hui. Merci d'être là maintenant.
je voudrais rajouter qu'il y a actuellement une exposition en cours à l'Institut culturel italien sur les 40 ans de carrière à Dakar de Marco Petroni, que je vous invite chaleureusement à aller regarder. Je vais présenter Feyessar. Feyessar est un boy town, un boy plateau, originaire de Djodjor. Et c'est un MC reconnu pour être OG Lactéré en célébration du mine, sa symbolique et sa portée politique en pays sérère comme dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Résolument hip-hop, Feyessar tisse une œuvre sonore, visuelle et littéraire qui se veut parole intégrale. Ouvrant une fenêtre du rap au rap galsen à la confluence des musiques noires, Feyessar évolue du sérère au wolof et du français à l'anglais en toute fluidité, lui permettant de déployer des interventions artistiques en contexte d'oralité. Il a été également Raw Academy Fellow 2017, résident Matadero Madrid 2021, cofondateur de Firi, une plateforme dédiée à l'oralité, la traduction, la production et la diffusion des savoirs en langue locale. Depuis Dakar, il dirige actuellement des recherches sur l'oralité, le hip-hop et les dynamiques de circulation des savoirs dans le rap sénégalais. Et Feye a également créé des pastilles qui s'appellent Toute la Story, dont il nous parlera plus tard. Ok. On accueille chaleureusement Alissa Abari, qui est une architecte urbaniste sénégalaise, spécialiste du patrimoine culturel africain. Actuellement basée à Dakar, elle exerce en tant que consultante indépendante dans le domaine du patrimoine culturel africain, appuyant diverses institutions nationales ou internationales dans le développement et la mise en œuvre de projets et activités en faveur de la préservation, la promotion et la valorisation du patrimoine. Elle est l'actuelle coordinatrice du groupe de travail des professionnels émergents d'ICOMOS pour la région Afrique, et enseigne le patrimoine architectural au collège universitaire et d'architecture de Dakar. Elle est également la fondatrice d'Afreacar, une plateforme digitale dédiée à la promotion de l'art contemporain d'Afrique et des diasporas. Enfin, Alissa est depuis peu doctorante au sein du laboratoire Eureka de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses recherches portent sur le patrimoine artistique issu des indépendances en Afrique de l'Ouest. Merci d'être là. Et on termine avec Céline Mansourfal, alias Matzo, qui est un artiste graffeur et acteur culturel polyvalent, qui est né à Dakar le 24 juin 1987. Il est membre fondateur et président du mouvement artistique panafricain Arbiescro. Matzo est aussi représentant en Afrique de l'Ouest du mouvement Black Panther Party à travers l'organisation Aerosol, basée à West Oakland, Californie. Fort d'une expérience de 19 ans, il œuvre aujourd'hui dans la réparation et la réappropriation de la richesse culturelle des peuples d'Afrique, la diffusion d'une idéologie panafricaniste et afrocentriste assumée à travers l'organisation et la programmation de festivals, en passant par des interventions artistiques ou autres conférences, ateliers, etc. à travers le monde, et particulièrement en Afrique. Merci d'être là. On voulait peut-être commencer pour rentrer dans le sujet avec une question qui est adressée à tous les quatre, ayant des profils très différents, pour savoir en fait de manière générale qu'est-ce qui est le patrimoine pour vous, suivi de quel est votre lieu bâtiment préféré à Dakar, ou du moins celui qui est le plus rempli de symboles, et pourquoi. Alors, évidemment, ça peut être très personnel la réponse, mais je crois qu'il y a une base commune de sentir, de se reconnaître. Si on parle du patrimoine bâti, au moins, si on parle de la ville. Après, le patrimoine, ça peut être beaucoup d'autres choses. Patrimoine immatériel, et donc c'est très vaste, mais pratiquement c'est très lié au bien-être. Le patrimoine, c'est quelque chose qu'on reconnaît, qu'on se sent bien dedans, qui t'aide à t'identifier aussi.
et que tu voudrais qu'il soit préservé. Et donc je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut partager tous. Et pour ce qui est de la ville, moi, c'est pas le patrimoine, ça ne peut pas être un monument, c'est toute la ville. Moi, je le reconnais dans la ville de Dakar et j'aime bien parcourir, me balader, lever les yeux. Et c'est ici, dans la zone B, il y a plein de choses magnifiques. Et si on va un peu plus loin sur Bourguiba, tu as les bâtiments de la cité de la police, qui sont aussi des exemples d'architecture très intéressants. Donc, partout il y en a, tu ne peux pas dire, bon, c'est le marché Kermel. Évidemment, le marché Kermel, c'est une histoire affective parce que j'ai passé une année là-bas pour le reconstruire. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Voilà. Yes, merci Nouyoun Allen. Salam alaikum, bonsoir. J'ai un petit problème avant de pouvoir répondre sur la question de qu'est-ce que je considère comme le patrimoine. J'ai un petit problème avec le mot patrimoine en soi déjà. C'est pas un problème, c'est plus un questionnement. Parce que voilà quoi, d'un point de vue étymologique, patrimoine c'est ce que je tiens de mon père. Et je considère que notre héritage n'est pas genré. Il n'est pas genré, il n'est pas de... Voilà, donc quand je dis patrimoine, c'est que j'ai pas le choix et que je le considère un peu comme l'héritage. Donc je dirais plus héritage quoi. Donc pour moi, l'héritage, c'est ce qu'on a choisi de transmettre. C'est-à-dire qu'on a le choix, on a une forme d'identité. C'est ce que mes ancêtres, ou bien ce que les anciens, bien ce qui sont venus avant, ont trouvé digne d'être transmis. Donc il y a un choix qui s'est fait et les critères de ces choix peuvent être nombreux, mais je pense que la question de la beauté et de la fonctionnalité dans nos sociétés, elles sont liées. Il n'y a pas que le beau, il n'y a pas que le fonctionnel, il y a le beau et le fonctionnel en même temps quoi. Le beau est fonctionnel, le fonctionnel est beau, et c'est sur cette base principalement je pense que les anciens choisissent de transmettre. Donc j'essaie de reconnaître ce que les anciens d'avant moi ont choisi de me transmettre et je considère ça comme mon héritage que à mon tour je déciderai de transmettre ou pas. J'ai pas de bâtiment préféré dans Dakar, mais j'ai un lieu préféré et je crois que c'est à peu près évident. Je suis un poète, donc c'est le plateau. Et voilà, c'est mon lieu préféré parce que j'y suis né, parce que j'y ai grandi, parce que je m'y suis fait, parce que ce lieu m'a fait aussi. Et parce que je trouve que c'est un lieu, par rapport aux autres lieux de Dakar, qui fait quelque chose de particulier chez les gens. C'est un lieu où personne n'a envie de ressembler à l'autre. Tout le monde veut être original parce que c'est calme. Et donc c'est un lieu, comme je dis des fois, c'est un lieu qui aiguise l'âme, qui rend facilement artiste, quoi. Donc c'est mon lieu préféré. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Alors je suis assez d'accord avec toi Féé sur le mot patrimoine et ça me fait penser à un post-it que j'ai lu là-bas qui disait patrimoine ou matrimoine et je trouve que c'est tout à fait, c'est une très bonne question. Donc pour ma part l'héritage donc est ce qui représente notre identité. C'est la façon dont on choisit de se raconter, de raconter notre histoire auprès des nôtres, des gens de notre famille, de notre société, de notre culture et auprès du reste du monde. Je dirais aussi que l'héritage, c'est ce qui lie à la fois notre passé, notre présent et notre futur. Et de là vient la notion de transmission qui a été répétée déjà. Ensuite, pour répondre à la question de savoir quel est mon bâtiment préféré, d'un point de vue strictement personnel, mon bâtiment préféré, mon lieu préféré à Dakar est mon chez-moi, tout simplement, c'est ma maison, j'habite chez mes parents, donc il y a une question d'affection, et c'est tout simplement l'endroit où je me sens le mieux, l'endroit où mon cocon finalement. Maintenant, d'un point de vue d'architecte, urbaniste, spécialiste du patrimoine culturel, je dirais que mon lieu préféré dans Dakar, ou en tout cas un lieu qui pour moi a beaucoup de signification dans l'histoire et dans l'évolution de Dakar, serait la place de l'Indépendance.
je pense et je considère que c'est un peu de là que tout est parti finalement dans l'histoire de Dakar, de son évolution avant la colonisation, à la colonisation c'est devenu la place Protet, à maintenant c'est la place de l'indépendance. Pour tout ce que cette place représente, dans l'histoire de Dakar, je dirais que c'est mon lieu préféré dans la ville. Salam à tout le monde. Merci pour cette invitation. À la première question, je dirais que en fait, pour moi, le patrimoine, c'est tout ce qui fait de nous ce que nous sommes en tant qu'être humain, pour ne pas dire en tant qu'être divin. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a ressenti le besoin de bâtir d'une certaine manière? Non seulement juste bâtir, mais bâtir d'une certaine manière. Une expression humaine qui traduit quelque chose de beaucoup plus fort et qui, à un moment donné de l'histoire, a créé des liens entre nous. Que nous soyons différents, qu'on trouve en fait le moyen de s'unir au-delà de ces barrières. Pour moi, c'est tout ce qui fait de nous des humains. Donc, par conséquent, c'est un héritage qu'on a aussi à léguer. Et c'est dans ce cadre qu'il est important de préserver cet héritage-là et voilà, de le donner à ces prochaines générations d'une manière plus saine. Mon lieu préféré, je dirais, de tout Dakar, je choisirais en fait la maison des esclaves de Gorée. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un symbole d'interruption de notre histoire. Si on veut réadapter beaucoup de choses, il faudrait retourner à cette base de problématique de notre histoire pour ensuite continuer vers l'essentiel. Pour moi, en fait, c'est un lieu hautement symbolique qui est en quelque sorte ce patrimoine de notre peuple, cette mémoire de notre peuple. Merci beaucoup d'avoir partagé ces réflexions avec nous. Je suis complètement d'accord avec le fait d'utiliser le terme héritage plutôt que patrimoine. Et on va nous-mêmes se prêter à l'exercice et répondre à la question. Et j'invite le public, après la table ronde, à également partager sa définition du patrimoine et aussi son préféré dans l'espace d'exposition, dans le mur qui est dédié à cette idée. En ce qui me concerne, je vais avoir la même réponse, une réponse mixée entre celle de Fé et celle de Alifa, parce qu'effectivement, l'espace que je préfère à Dakar, c'est le plateau. Pour sa richesse, pour les différentes strates qui le composent. Et même si je n'ai pas grandi au plateau, mais j'y ai passé énormément de temps puisque mon école était au plateau. Et donc j'ai un affect particulier pour ce quartier. Et je rejoins Alissa dans son analyse par rapport à la place de l'indépendance. C'est effectivement l'endroit d'où tout commence et ça nous renvoie également à cet endroit. On vient juste de décider de répondre à cette question, mais moi sur le coup, peut-être au-delà de la définition sur le patrimoine, c'est juste parce qu'on utilise des termes empruntés dans la langue française. Je pense que si on parlerait en Wolof, on parlerait de bok, d'héritage. Et c'est heritage. Donc complètement d'accord sur tout ce qui a été dit. En réfléchissant comme ça, moi je pense que les lieux, il faut que je choisisse un, mais dans les lieux préférés de Dakar, c'est probablement les pinch de la Médina. Je choisirais, c'est pas un des pinch, 12 pinch officiels, mais c'est lié. C'est Karu de Jireo, en face du pinch de Santiago. Parce que dans le cadre de notre exposition des recherches de Dakar Morphose, moi j'ai
personnellement découvert l'existence de ces pinches qui sont très forts de symboles parce que ce sont pour nous on considère c'est des poches de résistance culturelle d'abord, politique, urbaine aussi, parce qu'on se rend compte que dans une ville qui change beaucoup, on a ces endroits qui sont d'une certaine façon immuables, bien qu'ils se soient transformés. Donc il y a une force dans le fait qu'ils aient subi des transformations, mais une sorte de permanence qui fait qu'ils tiennent par leur force politique et sociale. Et d'un point de vue architectural, en particulier pour ce pinch, on y voit l'existence des cabanes, des baraques de la Médina et vernaculaire urbaine des centres urbains du Sénégal, Dakar comme Saint-Louis, et dans leur mise en disposition de concessions, parce qu'on n'en a pas beaucoup, je trouve qu'il y a aussi quelque chose finalement de très contemporain. Il y a une sorte de création d'un nouveau langage architectural et urbain, typiquement dakarois, en tout cas urbain du Sénégal, et je les trouve très charmantes aussi. Voilà. Là, on va adresser une question à Mauro et Alissa plus particulièrement. Mauro, par ton travail, tu as aussi marqué un peu la vie de ton empreinte. Alissa, par rapport à le travail que tu fais sur la question du patrimoine, on voulait vous demander comment est-ce que le patrimoine ou l'héritage contribue-t-il à l'identité de la ville, selon vous, et quelle est l'importance de l'héritage matériel et en particulier des savoir-faire? Et quand on parle de savoir-faire et de technique, je pense particulièrement à Maori, parce que pour restaurer ou pour faire des céramiques d'un lieu comme le marché Kermel ou d'autres endroits, donc il y a des techniques qui s'appliquent, et comment est-ce qu'on transmet ça et quelle importance ça a par rapport à l'identité de la ville. Bon, la question est un peu vaste, tout ensemble, et tant que j'ai même oublié le départ. Mais si on vient à la dernière chose, ces techniques de savoir-faire, elles étaient là. Et même les Sénégalais étaient considérés des très bons artisans et très bons exécutants sur les chantiers dans le reste de l'Afrique. Et ils étaient, la main-d'œuvre, si tu veux, sénégalaise, était exportée, elle s'exportait toute seule. Et j'ai rencontré des Sénégalais qui travaillaient dans le bâtiment en Mauritanie, au Mali, parce que c'était les meilleurs. Maintenant, cet esprit effréné de construire et de construire tout pareil et tout en hauteur sans chercher une finesse, fait un peu mourir ces techniques. Et je m'en souviens quand on discutait de ça avec vous, on disait, comme c'était néfaste, le fait d'avoir tout le matériau, ils sont prêts au port. C'est-à-dire tout ce qui arrive, tout vient de Chine, de Turquie, et tout est prêt au port. Les gens sont très contents parce qu'ils peuvent construire leur immeuble avec tous les conteneurs sont déjà prêts et on y va. Et c'est d'une vulgarité, c'est comme des barbares, quoi. Ils arrivent, ils font leur trou, font tomber énormément les murs qui sont mitoyens parce qu'ils creusent à la limite. Et puis ils se mettent là, jour et nuit, et construisent vite, oui, mais ce que c'est. Maintenant, donc ça, c'est un peu l'aspect de la ville. Je laisse un peu Alissa continuer. C'est sûr que c'est pas réconfortant, mais en même temps, il faut considérer, pas accepter, mais regarder avec une certaine, on peut dire, une certaine tranquillité, c'est fait, parce que sinon tu te mets en colère et tu vas le casser, mais tu ne peux pas. Donc,
Ouais, je suis assez d'accord avec Mauro. Pour répondre à la première partie de la question, de savoir en quoi le patrimoine fait partie de l'identité de la ville, je dirais que c'est à la fois une question de perception et de transmission. Comme je disais tout à l'heure, perception parce que c'est la façon dont on choisit de percevoir la ville, et transmission parce que c'est la façon dont on choisit de la raconter, de se la raconter à nous et de la montrer au reste du monde. Maintenant, la question des savoir-faire, je trouve que c'est une question très importante et auquel je suis très attachée personnellement, parce que justement, j'ai appris de mes études d'architecture, de mon métier d'architecte, que la matérialité était quelque chose de très important. Mais plus j'en apprends sur le patrimoine culturel africain, plus je comprends qu'en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a derrière, c'est cet aspect immatériel, c'est ce qui est lié à l'oralité, ce qui est lié au savoir-faire, parce que c'est ça qui permet de perpétuer, je sais pas quel est le bon terme, notre patrimoine. Et encore plus en Afrique, parce que finalement, et on le voit tous les jours malheureusement, les bâtiments ne sont pas ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à utiliser nos savoir-faire locaux, que ce soit dans l'architecture ou partout ailleurs finalement dans l'art et la culture, par exemple la mode, la musique, je sais pas. C'est tellement plus vaste que juste l'architecture et la matérialité. Je pense que c'est réellement les savoir-faire qu'il faut qu'on s'attache à préserver finalement, si on veut préserver notre patrimoine culturel. Merci Alissa. En vrai, tu fais un bon pont à la question qu'on va aborder par la suite. En fait, c'est parce que avant on t'a posé une question particulièrement sur le matériel et tu fais référence finalement à l'immatériel et quelque part même le savoir-faire peut se matérialiser, mais c'est quelque chose d'immatériel, d'intangible en fait, qui se transmet dans des cadres, on va dire, assez spécifiques. Et donc on voulait continuer en posant la question à Ferré et Mazzo sur qu'est-ce qui pour vous est le critère, on va dire, de validation d'héritage, on va dire, pour pas parler de patrimoine, par les populations, par des communautés. Et après, si vous pouvez nous donner des exemples de valorisation de cet héritage hors cadre institutionnel. La deuxième partie de la question est super, on va dire elle sera super longue à répondre, même la première, mais pour moi, le premier critère chez les communautés de validation d'une chose comme constituant un héritage, c'est déjà la capacité à cette chose-là qu'on transmet à rester pertinente dans la vie des gens. Je parlais tout à l'heure de lien entre beauté et fonctionnalité parce qu'on est issu de sociétés qui ont produit ou bien qui ont évolué dans des régimes et dans des cosmovision, manière de voir le monde en général, dans la science là, etc., qui sont beaucoup inscrits dans le mouvement. Et on est tous conscients que les sociétés survivent parce qu'il y a du savoir. Et on n'imagine jamais le beau face à l'utile, quoi, ou bien sans l'utile. Et en fait, c'est parce que c'est utile qu'on voit la beauté. Donc pour moi, les gens, avant de valider un héritage, ils regardent est-ce que ça marche pour eux, est-ce que c'est encore pertinent dans leur vie de tous les jours, est-ce que ça sert à quelque chose. Et je donne un proverbe facile que les gens disent beaucoup à propos de la chanson ou bien de la musique. Moi, oui, sous yedul, yedul, amul solo, voilà, amul diru. Donc même une chanson ou bien un poème, parce que oui veut dire les deux choses en même temps. Si elle n'éveille pas, ou bien si elle n'ajoute pas quelque chose à notre savoir, elle n'a pas de sens. Donc si je chante et que la personne ne se voit pas dedans et qu'elle ne voit pas que je lui ajoute quelque chose, je ne chante pas, je suis en train de m'amuser, quoi. Je pense que c'est le rapport qu'on a à toutes les choses. Donc je pense que la résonance dans notre vie de tous les jours est le critère premier. Et puis, est-ce que c'est efficient, est-ce
est-ce que ça marche? Est-ce que c'est impactant? Est-ce que ça nous permet d'avancer? C'est comme ça, je pense, que nos communautés jugent les héritages. Et c'est pour ça qu'on a une certaine facilité, des fois, à adopter des choses qui nous viennent d'autre part, et que des gens placés autre part, placés d'un autre point de vue, pourraient voir comme aliénant ou je ne sais quoi d'autre. Je prends l'exemple du hip-hop. Beaucoup de gens disent que, beaucoup de détracteurs vont dire que le hip-hop, c'est un truc américain, pourquoi vous? Mais quand les gens adoptent le hip-hop, ils regardent comment est-ce que ça leur sert et en quoi ça les fait avancer. Et on a des régimes qui sont très inclusifs. Ça veut dire qu'on est tellement large qu'on a la capacité d'intégrer quelque chose en nous. Ce n'est pas quelque chose qui vient pour nous changer, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à nos milliers et des milliers de strates. En fait, et donc on a cette capacité-là d'inclusion qui fait que quand quelque chose marche pour nous, on l'adopte et on lui redonne une comment dire, forme de caractéristique qui nous est propre. C'est pas de la colonisation, c'est plus on l'ingère un peu. Voilà. La deuxième partie de la question, c'est un exemple. Je crois que j'ai parlé du hip-hop, c'est un exemple. Mais j'ai bien envie de parler de la pratique de Mazo, du graffiti. Aujourd'hui, les 7-7, on les a appris dans les années 70, 80, les mouvements de jeunes, etc. Mais aujourd'hui, c'est inimaginable pour nos communautés de, par exemple, restaurer un espace sans graffiti. À chaque fois qu'on fait un 7-7 dans un quartier, il y a une partie où on prend un mur, on le repeint, on appelle Mazo ou bien on appelle quelqu'un d'autre qui vient représenter. Et souvent, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce que le graffeur va représenter est tiré directement de la conscience collective. Souvent, c'est une phrase ou bien une image qui résonne avec tous les gens qui la regardent. Même si la personne ne sait pas lire, les images qui sont autour de la phrase ou du mot qu'on écrit résonnent avec la communauté qui vit, et même des fois plus largement, mais principalement avec la communauté qui vit à l'endroit qui vient d'être réflexionné. Donc pour moi, cette pratique-là est un exemple. Je passe la parole à Mazo. Merci, frère. Moi, je dirais en fait que l'être humain, du fait qu'il réalise au fur et à mesure que c'est un être assez complexe, que lui-même tend à se comprendre. Il a toujours ce besoin extérieur en fait de survie, en quelque sorte. Il va matérialiser par rapport à ces vibrations qui l'habitent. Comment rendre visible et palpable, tangible ce que je ressens. Et cette interaction avec son monde, à la fois intérieur et extérieur, lui donne toujours en fait cette envie d'aller prendre ou de se mirer en l'autre ou dans quelque chose d'autre. Et dans cette vision des choses, il va adopter une chose à laquelle il s'identifie. Même si c'est, de son point de vue personnel, un peu déconnecté de sa culture, il s'identifie à ça. C'est-à-dire, on va prendre, comme tu as dit, l'exemple du hip-hop. Le hip-hop est, je dirais, culture ou sous-culture qui est née de ce souci de survie culturelle, en fait. Parce que, appartenant à un agglomérat qui évolue dans un milieu qui a ce contexte politique bien déterminé, bien spécifique. Ils vont mettre en pratique ce qu'on appelle dans l'hip-hop le knowledge movement. C'est-à-dire comment mettre ce savoir en marche, comment parler d'une certaine manière, qui va donner naissance au slang, comment s'habiller d'une certaine manière qui va donner naissance au streetwear, comment parler ou faire de la musique d'une certaine manière, comment danser d'une certaine manière, comment écrire ou dessiner d'une certaine manière, comment communiquer d'une certaine manière qui nous identifie, nous, même si ce n'est pas accepté. Donc, sans ce souci culturel, ils vont prendre le milieu et s'exprimer comme tel. Dans ce souci d'exister, ils veulent exister, donc ils vont exister à leur manière. Et ça peut être compris ou pas par les politiques. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Parce qu'au début, on disait juste c'est un phénomène, ça allait passer. C'est devenu un mouvement. Et maintenant, on parle de collective consciousness in constant evolution.
C'est-à-dire, quand il va au Sénégal, comme l'esprit d'Africa Bambaataa, les Sénégalais vont faire du hip-hop, pas comme les Américains, mais comme les Sénégalais. Les Chinois vont faire du hip-hop, pas comme des Américains, mais comme des Chinois. Et ça, cette force-là, c'est l'importance de ce que vous disiez tout à l'heure, cet héritage immatériel, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui nous habite tous et qui, à un moment donné, on ressent la nécessité de l'exprimer. Et que ça va prendre forcément différentes formes. Et pour la deuxième question, je donnerai l'exemple plus des Timberland Boots. Les Timberland Boots, à la base, c'était des chaussures pour des travailleurs. Comment le hip-hop a réussi à faire de ces Timberland Boots-là un patrimoine culturel hip-hop? C'est par rapport à cette histoire de revendication ou de manière de faire les choses, de s'habiller ou de briser les codes. Ils ont donné naissance à une nouvelle conscience culturelle, où des jeunes, quand ils s'habillent d'une certaine manière, comme vous pouvez le voir, on va les identifier directement hip-hop. Et je pense que ces cultures ou ces manières de penser de population ou de groupes de personnes ont donné naissance à des cultures et des sous-cultures, qui fait qu'au moment où on parle, le terme même patrimoine est revisité. Tellement il y a beaucoup de choses, tellement il y a beaucoup de mutations qui vont venir s'ajouter à ce qu'on croit savoir. Ouais. Juste pour rebondir par rapport à cette question d'appropriation et de réadaptation, je pense que l'exemple le plus parlant justement dans l'histoire du Sénégal et de beaucoup de pays d'Afrique est la religion. Parce que finalement, la religion, en tout cas les religions monothéistes, viennent d'ailleurs, mais aujourd'hui par exemple au Sénégal, la majorité des Sénégalais ont l'une des deux principales religions monothéistes, christianisme ou l'islam, l'ont adopté et l'ont réadapté à la culture sénégalaise, le mouridisme par exemple. Donc je trouve que c'est très intéressant. Vas-y. Ouais, je voulais vous poser une question, surtout sur. Donc, il me semble que c'est plutôt positif votre réaction. On peut s'approprier des choses, les valoriser, les personnaliser et sortir un sentiment, quelque chose, un mouvement, tu parles, mais ça peut être un bien-être, un sentiment de satisfaction. Et je le comprends très bien quand tu as fait tous ces exemples sur la musique. J'ai du mal à penser comment on peut transposer ça dans le domaine architectural, qui est quand même, me semble, la base de cette réunion et de cette exposition que vous avez faite. Donc je voulais savoir un peu comment vous sentez cette... je pense qu'il y a des solutions, il y a peut-être la possibilité, mais je me demande comment les gens qui sont toute la journée dans un trafic démentiel, parce qu'ils ont construit trop et ils n'ont pas fait des routes, et pas ça, comment ils peuvent se dire, bon ça c'est notre héritage, quoi. Une question qui est très intéressante et je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que ces bâtiments dont tu parles, quand on parle par exemple d'architecture coloniale, font partie de notre histoire et il faut se les approprier et il ne faut pas oublier que c'est nous qui les avons construits de nos mains. C'est des travailleurs sénégalais qui ont réalisé ces bâtiments. Même les bâtiments plus contemporains comme les bâtiments de Chaumette, dont on a un exemple dans les études de cas présentées dans l'exposition. Là, c'est un exemple par rapport à la matérialité. C'est des techniques et des matériaux qui sont locaux, qu'on peut s'approprier, qu'on peut réimplémenter dans des nouveaux bâtiments. Et donc il y a des choses, un savoir-faire, une technique à en tirer.
Donc je pense que aussi douloureuse que soit cette histoire, on a intérêt à se l'approprier et à s'enrichir avec certains éléments. Mais je vous laisse réagir là-dessus, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion sur la capacité, parce qu'on parlait de musique, on parlait des mouvements qui venaient des États-Unis, et comment chaque civilisation finalement s'est réappropriée du hip-hop et elle a fait sa culture. Et là, si tu parles par contre des bâtiments, mais je pensais aux bâtiments contemporains, à tout ce qui s'est construit actuellement à Dakar. Comment un habitant de Dakar peut se sentir impliqué dans cette modernisation, dans cet avancement, quoi, tu vois? Comme si c'est quelque chose qui vient de dehors, évidemment, du moins des capitaux, et comment on peut en faire d'autres choses et dire finalement je me sens bien. Si je comprends bien, c'est que comment le Dakarois en fait peut s'approprier de cette modernité en fait, si je comprends bien, c'est quelque chose comme ça. D'abord, il faudrait comprendre que pour la plupart, Dakar est devenu une ville cosmopolite où c'est les Tchessois qui sont là, c'est les Casacés qui sont là. En fait, c'est un melting pot. Et si le Dakarois, à la base, c'était qui? C'est peut-être cette population lébou. Et il y a aussi cette problématique par rapport à la modernité du problème du virage, en quelque sorte. Il y a ça aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas une implication de la population dans l'aménagement. C'est juste des Dakarois qui se lèvent un bon matin, qui voient des bâtisses autour d'eux, c'est acquis, ils ne savent pas. Pour eux, c'était leur terre, en fait. Il n'y a pas de politique d'inclusion de cette population face à ces décisions, en fait, importantes. Parce que quand vous venez à Almadi, aux Almadies, et que vous avez vu sur le documentaire, peut-être que j'ai eu beaucoup d'idées avant, où ça s'appelait avant Al-Mahdi. Ça a une connotation religieuse, ça a une connotation spirituelle, c'est un milieu qui appartient à un groupe de personnes qui vouent une certaine culte. Et maintenant, Almadi, du point de vue modernité, quand vous y allez, c'est tout à fait le contraire en fait. Et j'ai eu cette discussion avec le gardien de la grotte de Khondouagoué. Et il m'a dit, de ce qu'il m'a dit, sa manière d'accepter en fait ce qui se passe aux Almadies. Il m'a dit même dans ton cheminement spirituel, quand tu veux accéder à Dieu, il te faudra passer par en fait ce voile mondain. C'est sa manière d'accepter tout ce qui se passe actuellement pour en fait garder cet héritage de la grotte qui est un lieu saint pour cette communauté. Moi, je pense qu'en fait, il y a cette envie de la masse d'entrer dans cette modernité-là, mais à un certain point, ils se retrouvent confrontés à des décisions politiques qui les excluent directement, en fait. Et ça peut créer un conflit. Et on voit ce problème du rivage, de la corniche, etc., en fait. C'est pour juste dire qu'il faudrait que les politiques, en fait, invitent ces populations-là dans ces tables de décision pour qu'eux, ils comprennent qu'en fait, c'est un bien commun. S'il y a cette exclusion-là, il y aura beaucoup de problèmes à la suite, en fait. Merci beaucoup Maro, je trouve que c'est une question très importante qui amène, en tout cas personnellement, qui m'amène à beaucoup d'autres questions. Déjà la première, c'est un peu ce que tu as évoqué Mazo, c'est à quel point
les Dakarois sont impliqués dans la construction de la modernité. Mais ça m'amène à me poser une autre question, c'est de quelle modernité parle-t-on? Qu'est-ce que la modernité? Et il y a quelque chose, par exemple, qui me fait un peu peur, c'est que quand je regarde les commentaires, quand je regarde sur Facebook les commentaires au sujet de la destruction du marché Sandaga, ça me fait peur. Parce que les commentaires font référence à une modernité qui se rapproche de Dubaï. Vraiment, il y a plein de commentaires de Sénégalais, de Dakarois qui disent il faut qu'on détruise le marché Sandaga pour reconstruire un bâtiment comme ceux de Dubaï. Et est-ce que c'est ça la modernité? Est-ce que c'est ce qu'on veut faire de notre modernité à Dakar? Je ne sais pas. Et je n'ai pas la réponse. Mais personnellement, si c'est ce que la majorité des Dakarois veulent faire de cette modernité, moi personnellement, ça me fait peur. Donc voilà, c'est ces questions-là que je me pose en écoutant ta question, Mao. Tu veux réagir? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que les Dakarois font? Comment les Dakarois font avec la frénésie qui prend lieu en ce moment? J'ai envie de dire que les Dakarois font avec ce qu'ils ont, et que les gens utilisent ce qu'ils ont comme outil et ce qu'ils ont de disponible, et qu'en termes d'architecture ou bien de bâtiments, de matière, en vérité, on n'est pas encore à un stade où les manières de construire et les constructions à Dakar sont en train de traduire l'état d'esprit et la manière d'être des Dakarois. Parce que c'est d'autres personnes qui construisent, qui viennent imposer un rythme. Il y a des questions qui se règlent juste d'un point de vue structurel, quoi. Donc on ne peut pas directement engager les Dakarois dans ça. Par contre, comment ils font? Je pense qu'ils travaillent sur deux matières, si je peux dire, bien sûr, dans deux espaces sur lesquels ils ont une forme d'attentivité. C'est la pratique et c'est la perception, c'est le sens. Comment est-ce qu'ils occupent les espaces qu'on leur impose? Qu'est-ce qu'ils font des infrastructures qu'on leur impose et qui ne traduisent pas leur état d'esprit? Et avant d'avancer, pour rassurer Alissa, je crois que c'est pas la majorité, quoi. On n'est pas à 10% de la population à être sur Facebook. Donc, voilà, c'est vraiment pas la majorité, quoi. Mais comment est-ce que les gens occupent ces espaces, désolé, et qu'est-ce qu'ils font dans ces espaces? Pour moi, c'est là-bas qu'il faut aller pour lire ce que les Dakarois ont à dire dessus. Il y a beaucoup de détournements d'usage, il y a beaucoup de manières d'occuper des espaces. On fait un rond-point, les gens viennent vendre. Et pour moi, au lieu de critiquer cela, il faudrait se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on utilise des ronds-points qui sont là pour fluidifier la circulation comme des espaces de vente? Ça dit quelque chose des gens de là-bas. On fait un bâtiment, je sais pas moi, on fait une passerelle, les gens laissent la passerelle et prennent la route. Pour moi, ils sont en train de dire un peu inconsciemment que ce que vous construisez là ne nous parle pas. Et le jour où on construira quelque chose qui parle aux gens, je pense que l'intention derrière la construction et l'usage se rejoindront, quoi. Moi, je voudrais juste rebondir et j'ai d'autres questions plus, on va dire, un peu plus optimistes sur les interventions et sur vos travaux. Mais la réflexion autour de la place que l'architecture joue dans la construction identitaire de nos villes et de nous-mêmes, en fait, je pense que, comme tu l'as dit, Féhé, cette déconnexion, finalement, entre de peut-être voir dans d'autres domaines, je sais pas, dans la religion, dans la musique, etc., de pouvoir comprendre que ça peut être une extension de qui on est, mon moyen d'expression, et de pas faire cette connexion entièrement avec l'architecture, en tout cas d'un point de vue, de le faire en fait avec les outils d'histoire, de culture et d'héritage qu'on a, est un vrai problème, je pense, pour nous architectes ici, et fait partie des raisons pour lesquelles le travail de recherche qu'on fait, mais le travail aussi en termes de nos pratiques architecturales respectives, se soucie beaucoup des questions patrimoniales, de vouloir mettre en œuvre et créer des architectures finalement contextuelles qui sont informées par nos contextes, mais qui répondent aussi en fait finalement aux besoins.
L'autre frustration qu'on ressent beaucoup, c'est l'instrumentalisation finalement de la construction à des fins, ça peut être à des fins politiques, à des fins aussi, je ne sais pas, peut-être de représentation, d'essayer de montrer qu'on est vers une émergence, vers une course, voilà, on se projette finalement autrement ailleurs dans une certaine altérité, et que c'est vendeur finalement, et que ça peut être séduisant, sans se poser réellement la question des usages et de à quel point c'est approprié de créer un bâtiment par rapport à d'autres choses. Et ce qui, quelque part, me donne aussi un peu espoir, c'est de voir que par les usages, les gens tiennent réellement à leur façon de vivre et finalement font un peu le tri sur certaines choses, sur qu'est-ce qui est utile. Tu parlais de fonctionnalité dans l'héritage et qu'est-ce qui ne l'est pas. L'histoire de la passerelle, c'est le meilleur exemple. De se dire, il y a un chemin plus court, je passe par le chemin plus court, même si c'est dangereux pour moi. Voilà, je peux avoir une cuisine qui est là, mais je vais faire à manger sur le sol parce que c'est plus pratique pour ce que je suis en train de faire. Donc, ce qui inviterait, et on espérait que ces paradoxes ou ces déconnexions puissent être réconciliées dans l'architecture, parce que c'est tout à fait possible. Je voudrais peut-être aussi, et je ne sais pas si tu veux réagir, parce que j'avais une autre question sur l'art public que je voulais rajouter et poser plus à Mauro et à Mazo. C'est sur comment est-ce que finalement le street art, le graffiti, les installations dans l'espace public contribuent finalement à cette réappropriation de l'espace, et peut-être d'essayer d'étoffer un peu sur même les choix des endroits où cela se fait, parce que j'imagine que c'est pas complètement anodin. Donc voilà, quels sont ces endroits, quel est le processus qui mène à finalement se présenter dans l'espace public par le biais de l'art, et qu'est-ce que cela apporte à la ville. Si un de vous peut commencer. Moi, c'est vite dit parce que normalement, peut-être pour les graffitis, tu as plus de liberté. Mais pour créer des décorations, tu as besoin d'une commande, tu as besoin d'un soutien économique. Tu peux pas. Donc, beaucoup, ça dépend de la sensibilité. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie à Dakar, moi j'ai travaillé beaucoup dans la période où on construisait plutôt des villas ou de petits immeubles, où les propriétaires voulaient vraiment quelque chose de singulier pour rendre plus intéressant leur bâtiment. Maintenant, moi, j'ai pratiquement plus de commandes. Ces immeubles-là sont bien, c'est du prêt-à-porter, ils sont déjà prêts et ils n'ont même pas un petit budget pour ajouter pour une décoration. Par contre, vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas imaginer un espace public maintenant sans graffiti, et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est un langage qui est important et qu'il faut valoriser et faire avancer. Il y aurait plein de choses à dire, et puis aussi, il ne faut jamais oublier la responsabilité même si on n'est pas là pour tirer sur les gouvernements, mais quand même, ils ont laissé ouvert la porte à toutes les dérogations possibles, toutes les horaires possibles, et ça, quand même, c'est regrettable. Vous savez bien, vous en souvenez quand le président, il y a 2 ou 3 ans, avait dit un immeuble, un arbre. Vous vous souvenez? Oh, l'immeuble, ça va. Je donnerai en fait l'exemple que je trouve la plus pertinente, c'est l'exemple du Bénin. Nous, en 2012, on y était. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de graffiti dans les rues de Cotonou. On a formé la première génération en fait. Et quand on a le premier lieu où on s'est installé pour faire du graphe, en fait, c'était la place des Martyrs. Et on a vu d'un coup en fait toute la population sortir et a commencé à poser des questions
genre, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi cet art, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les avoir sur les murs. C'est-à-dire on avait installé de grands en fait, panels pour peindre et tout. Cette population est venue nous demander en fait de poursuivre cette entreprise. L'année dernière, on y est retourné. Au Bénin, maintenant, il y a le mur le plus long gravé au monde. Ouais. Et on a été reçu par le président. C'est juste pour vous donner en fait un aperçu de comment en fait la chose a tellement impacté les consciences de ce peuple qui à un moment donné a compris la nécessité de l'art dans cette fabrique des consciences en fait. Mais aussi une manière de prendre cet espace pour la population jeune de manière particulière et d'en faire usage comme résonance en fait, de leur envie, de leurs idées, de leur frustration même. Parce que la première fresque que j'ai vue à Cotonou, c'était fait par les jeunes graveurs qui venaient potentiellement d'Europe, qui s'étaient donné le nom 5400. 5400, là-bas dans l'histoire de certains génocides qu'il y a eu là-bas, c'est le nom des machettes qu'on utilisait pour s'identifier en fait. Et c'est une question que j'ai posée à ces jeunes-là en fait. Est-ce que ce que vous voyez là vous parle? Et si ça vous parle, en quelle mesure est-ce que ça vous parle? Parce que ça, c'est une sorte de choc émotionnel en fait que vous êtes destiné à revivre tout le temps que vous voyez cette chose-là. Mais il y a d'autres alternatives en fait. Vous pouvez reprendre ce milieu-là et dire les choses à votre manière. Et le mur du patrimoine est un témoignage poignant de ce qui s'est fait là-bas. Merci beaucoup pour cet exemple. Et effectivement, j'ai une partie de ma famille au Bénin et j'en viens il y a 2 semaines. Et effectivement, la culture urbaine et le graffiti, ce n'était pas un art qui était présent. Et aujourd'hui, on a cette fresque magnifique qui est pas loin de la statue de l'Amazone. Et ça donne un aspect totalement différent à la ville. Je vais rebondir justement sur la dernière question. Et après ça, je vais laisser Faye nous introduire la story et on va vous présenter justement une des pastilles et après ce sera les questions du public. Et donc cette dernière question, donc ça rejoint un peu les dernières discussions qu'on vient d'avoir, c'est quel legs justement pour les générations futures? Est-ce qu'on est en train de créer le patrimoine de demain et quel héritage allons-nous laisser aux prochaines générations? Et surtout, quels leviers, quelles solutions on peut mettre en place pour valoriser et préserver nos biens culturels? On doit faire un tour rapidement. Je crois que l'effet qu'on se trouve là, même si c'est un petit comité, mais quand même, ça signifie qu'il y a une conscience qui est en train de se faire, qui est en train de bouger. Et donc, il y a quelque chose qui avance. Je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le parcours de cette année, il y avait au moins 3, mais peut-être plus, parce que on pouvait trouver par-ci par-là des thèmes du patrimoine, de la conservation. Et évidemment, votre expo ici, la mienne à l'Institut italien, celle du manège Chambiac, ça va avoir vu là. Et donc, c'est pas un hasard. Ça veut dire que les thèmes, quelque chose qui nous motive, qui nous réveille. Donc, s'il y a quand même une avancée dans ce sens-là, c'est à considérer positif. Oui, je pense que oui, nous sommes en train de construire ou de créer l'héritage de ce qui vient, protéger nos biens culturels. Je pense qu'ils n'ont pas besoin
protection, je pense qu'ils n'ont pas besoin de préservation, je pense qu'ils n'ont pas besoin de valorisation. Je pense que nous sommes dans une logique ou bien dans un réel, ou bien dans une, encore une fois, cosmovision qui fait que ces choses-là ont leur propre vie, ont leur propre agentivité, sont dans un mouvement. Et en fait, ce qu'on a à faire pour mieux les saisir, peut-être, c'est changer ou bien déplacer notre cadre, sortir du cadre qui est là. Parce qu'en vérité, le cadre dans lequel nous sommes, le cadre qui fait les politiques urbaines du pays, par exemple, le cadre qui met l'ordre des architectes, le cadre qui nous réunit ici, est un cadre qui parle une langue autre. Je ne parle pas de langue wolof, français, anglais, qui parle un langage autre que le langage que nos sociétés produisent et que le cadre qu'elles produisent. En fait, ce qu'on appelle l'informel, il faudrait qu'on apprenne à parler cette langue et arrêter de le discréditer comme informel et en fait faire en sorte que nos politiques, nos démarches rejoignent ce cadre-là. À ce moment-là, ça fera sens. Et pour le moment, tant qu'on est dans un cadre entre guillemets formel, il y a des paradoxes. Mais en fait, c'est des faux paradoxes. C'est juste qu'on est une minorité qui évolue dans un cadre et qui, parce qu'on est au sommet, entre guillemets, d'une pyramide, on veut que le reste rejoigne. Alors que le mouvement, il est, à mon avis, inversant. Donc c'est ce qu'on pourrait faire, peut-être. Je suis aussi d'accord que le patrimoine, en tout cas que ce qu'on fait aujourd'hui sera patrimoine demain, parce que par définition le patrimoine n'est pas quelque chose de statique, et je suis d'accord avec Féé dans la mesure où on peut pas, c'est pas à nous de décider ce qui sera patrimoine demain. Par contre, nous, ce qu'on peut faire individuellement, chacun de nous à notre échelle, c'est s'assurer de jouer notre rôle dans ce que nous considérons comme patrimoine aujourd'hui. On est tous responsables et chacun son combat, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, c'est l'architecture, c'est l'art, mais chacun de nous ici et ici a son cheval de bataille. Et ce qu'on peut faire pour s'assurer justement que ce patrimoine qu'on choisit de préserver le soit, c'est, je pense, dans un premier temps de l'inventorier, de savoir ce qui est, pour nous, en tout cas, patrimoine, de le documenter, expliquer pourquoi c'est patrimoine et enfin de le valoriser. Par exemple, un exemple que j'aime bien donner en termes de valorisation, c'est les films d'Ousmane Sembène, parce que quand je regarde un film d'Ousmane Sembène, j'ai toujours une vision de ce qu'a été le patrimoine, de comment il a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et pour moi, c'est un bon exemple de valorisation, mais je pense que l'exemple du graphe que Mazo a présenté tout à l'heure est parfaitement valable également. J'ai entendu un sage dire que si on veut donner un sens à sa vie, il faudrait aimer quelque chose de plus grand que soi. Et l'artiste, en fait, que ce soit toute personne, je dirais, dans son processus créatif, reçoit des vibrations. Ces vibrations peuvent être traduites en forme géométrique, en images, etc., etc. C'est une communication à la fois horizontale et verticale et très spirituelle. Dès qu'on s'élève à ce degré de conscience, on comprend qu'on est ce maillon de cette chaîne de transmission. C'est-à-dire, on n'a plus cette volonté de faire durer les choses, mais on devient l'expression de cette volonté des choses qui veulent durer. Et c'est très important qu'on le comprenne en tant qu'artiste, en tant qu'architecte ou peu importe le métier qu'on fait, de comprendre que le seul fait d'être humain est déjà un héritage énorme. Comment le rester et comment aider d'autres à le rester devient encore plus grand. Et je pense qu'il est important qu'on réussisse encore à reconnecter ces consciences-là, au-delà de tout ce qui fait nos différences. Merci pour vos interventions qui donnent un peu d'espoir. En tout cas, il y a des pistes de solutions. Alissa, tu parlais d'inventorier, de documenter. C'est effectivement très important et c'est ce qu'on essaye de faire avec Zinga, c'est ce qu'on essaie de faire avec cette expo, à travers la cartographie que vous voyez affichée en ce moment. Oui, à défaut de pouvoir préserver, il faut au moins garder des traces, documenter, expliquer, c'est très important. Je vais laisser
Zinga va dire un mot et ensuite on laissera Faye introduire toute la story. Non, c'est juste pour conclure pour ma part sur le levier. Ce que tu disais, Mathieu, sur le lien, je pense sur la verticalité, je pense que c'est la cause, la connexion avec peut-être une autre temporalité, une autre forme de spiritualité. Mais ce que j'ai retenu beaucoup, c'est sur l'horizontal et finalement sur la question de c'est qui la communauté, le lien social. Je pense que ça joue beaucoup sur la production de la ville, sur la préservation des espaces. J'imagine pas un immeuble être entretenu si les voisins ne se connaissent pas. Ces décisions peuvent être prises par quelqu'un d'autre, on peut payer une copropriété et puis voilà. Mais je pense que ça se voit. La première, on ne construit pas la ville toute seule et on ne vit pas tout seul. C'est ça la définition de la ville. Et ce côté, on va dire, de collectif est très important pour nous. Dans les exemples qu'on a choisis finalement dans tous ces cas d'études, il y a une communauté derrière en fait. Un des bâtiments, c'est l'intérêt d'une communauté architecturale. L'autre, on propose de créer une nouvelle communauté culturelle dans un endroit. Un, justement, montre comment est-ce qu'il est préservé par un quartier, mais par des gens finalement qui ont une histoire et qui sont connectés entre eux. Et celui des Almadies probablement encore plus grand parce que là, on est vraiment dans une connexion spirituelle. Donc voilà, ce lien social, ce lien communautaire pour moi est la clé. Parce que si on ne se connaît pas et qu'on n'est que des étrangers, voilà, je pense qu'il n'y a même pas débat sur héritage, parce que l'héritage il est commun. Le titre de cette expo, c'est La ville est à nous. On est tous acteurs du patrimoine et tout le monde finalement est responsable et a cette capacité à s'engager à sa propre échelle. Ça te fait. Yes, avant de parler de ça, je vais improviser un peu et je m'improvise porte-parole, je crois. J'aimerais vous remercier. Merci pour ce que vous faites. Merci de nous joindre en fait à votre réflexion et à votre discussion. Merci à Matzo, merci à Alissa, merci à Mao. J'ai beaucoup appris. Et voilà, félicitations and keep it up. Topla Story, c'est une œuvre sur laquelle je travaille depuis quelques années. Et j'ai été en résidence à Matadero dans ce cadre-là. Mais en vrai, c'est une histoire. C'est une réflexion, une recherche sur mon quartier, le plateau, mais surtout sur sa toponymie, sur comment est-ce que les noms des rues ont un impact sur la manière dont nous occupons l'espace et la manière dont nous bougeons dans l'espace, qu'est-ce que ces noms disent. Mais c'est aussi juste une pièce d'un puzzle, de quelque chose que j'appelle une pièce orale. Donc j'essaie de mener la même réflexion, d'avoir la même conversation dans une forme de transmédialité. Donc le hip-hop fait partie des médias, la vidéo en fait partie, la littérature en fait partie. Il y a d'autres pièces du puzzle qu'on est en train de rassembler. Et aujourd'hui, c'est la toute première fois que je le montre. Donc je suis un peu stressé, mais bon, voilà. En gros, c'est ça, Topla Story, quoi. Excellent. Merci beaucoup Faye pour l'exclusivité puisque c'est la première fois du coup que le projet est présenté et on va demander de lancer la vidéo. Protéger nos biens culturels, je pense qu'ils n'ont pas besoin de protection, je pense qu'ils n'ont pas besoin de préservation, je pense qu'ils n'ont pas besoin de valorisation. Je pense que nous sommes dans une logique ou bien dans un réel ou bien dans une, encore une fois, cosmovision qui fait que ces choses-là ont leur propre vie, ont leur propre agentivité, sont dans un mouvement. Et en fait, ce qu'on a à faire pour mieux les saisir, peut-être c'est changer ou bien déplacer notre cadre, sortir du cadre qui est là. Parce qu'en vérité, le cadre dans lequel nous sommes, le cadre qui fait les politiques urbaines du pays, par exemple, le cadre qui met l'ordre des architectes, le cadre qui nous réunit ici, est un cadre qui parle une langue autre. Je ne parle pas de langue wolof, français, anglais, qui parle un langage autre que le langage que nos sociétés produisent et que le cadre qu'elles produisent. En fait, ce qu'on appelle l'informel, il faudrait qu'on apprenne à parler cette langue et arrêter de le discréditer comme informel et en fait faire en sorte que nos politiques, nos démarches rejoignent ce cadre-là. À ce moment-là, ça fera sens. Et pour le moment, tant qu'on est dans un cadre entre guillemets formel, il y a des paradoxes. Mais en fait, c'est des faux paradoxes. C'est juste qu'on est une minorité qui évolue dans un cadre et qui, parce qu'on est au sommet, entre guillemets, d'une pyramide, on veut que le reste rejoigne
alors que le mouvement, il est, à mon avis, inversant. Donc c'est ce qu'on pourrait faire, peut-être. Je suis aussi d'accord que le patrimoine, en tout cas que ce qu'on fait aujourd'hui sera patrimoine demain, parce que par définition le patrimoine n'est pas quelque chose de statique, et je suis d'accord avec Féé dans la mesure où on peut pas, c'est pas à nous de décider ce qui sera patrimoine demain. Par contre, nous, ce qu'on peut faire individuellement, chacun de nous à notre échelle, c'est s'assurer de jouer notre rôle dans ce que nous considérons comme patrimoine aujourd'hui. On est tous responsables et chacun a son combat, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, c'est l'architecture, c'est l'art, mais chacun de nous ici a son cheval de bataille. Et ce qu'on peut faire pour s'assurer justement que ce patrimoine qu'on choisit de préserver le soit, c'est, je pense, dans un premier temps de l'inventorier, de savoir ce qui est pour nous, en tout cas, patrimoine, de le documenter, expliquer pourquoi c'est patrimoine et enfin de le valoriser. Par exemple, un exemple que j'aime bien donner en termes de valorisation, c'est les films d'Ousmane Sembène, parce que quand je regarde un film d'Ousmane Sembène, j'ai toujours une vision de ce qu'a été le patrimoine, de comment il a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et pour moi, c'est un bon exemple de valorisation, mais je pense que l'exemple du graphe que Mazo a présenté tout à l'heure est parfaitement valable également. J'ai entendu un sage dire que si on veut donner un sens à sa vie, il faudrait aimer quelque chose de plus grand que soi. Et l'artiste, en fait, que ce soit toute personne, je dirais, dans son processus créatif, reçoit des vibrations. Ces vibrations peuvent être traduites en forme géométrique, en images, etc., etc. C'est une communication à la fois horizontale et verticale, et très spirituelle. Dès qu'on s'élève à ce degré de conscience, on comprend qu'on est ce maillon de cette chaîne de transmission. C'est-à-dire, on n'a plus cette volonté de faire durer les choses, mais on devient l'expression de cette volonté des choses qui veulent durer. Et c'est très important qu'on le comprenne en tant qu'artiste, en tant qu'architecte ou peu importe le métier qu'on fait, de comprendre que le seul fait d'être humain est déjà un héritage énorme. Comment le rester et comment aider d'autres à le rester devient encore plus grand. Et je pense qu'il est important qu'on réussisse encore à reconnecter ces consciences-là, au-delà de tout ce qui fait nos différences. Merci pour vos interventions qui donnent un peu d'espoir. En tout cas, il y a des pistes de solutions. Alissa, tu parlais d'inventorier, de documenter. C'est effectivement très important et c'est ce qu'on essaye de faire avec Zinga, c'est ce qu'on essaie de faire avec cette expo, à travers la cartographie que vous voyez affichée en ce moment. Oui, à défaut de pouvoir préserver, il faut au moins garder des traces, documenter, expliquer, c'est très important. Je vais laisser Zinga va s'en aller, ensuite on laissera Féé introduire toute la story. Non, c'est juste pour conclure hein, pour ma part sur le levier. Ce que tu disais, Mazo, sur le lien, je pense sur la verticalité, je pense que c'est la cause, la connexion avec peut-être une autre temporalité, une autre forme de spiritualité. Mais ce que j'ai retenu beaucoup, c'est sur l'horizontal. Et finalement, sur la question de c'est qui la communauté, le lien social. Je pense que ça joue beaucoup sur la production de la ville, sur la préservation des espaces. J'imagine pas un immeuble être entretenu si les voisins ne se connaissent pas. Ces décisions peuvent être prises par quelqu'un d'autre, on peut payer une copropriété et puis voilà. Mais je pense que ça se voit. La première, on ne construit pas la ville toute seule et on ne vit pas tout seul. C'est ça la définition de la ville. Et ce côté, on va dire, de collectif est très important pour nous.
Dans les exemples qu'on a choisis, finalement, dans tous ces cas d'études, il y a une communauté derrière, en fait. Un des bâtiments, c'est l'intérêt d'une communauté architecturale. L'autre, on propose de créer une nouvelle communauté culturelle dans un endroit. Un, justement, montre comment est-ce qu'il est préservé par un quartier, mais par des gens, finalement, qui ont une histoire et qui sont connectés entre eux. Et celui des Almadies, probablement encore plus grand, parce que là, on est vraiment dans une connexion spirituelle. Donc voilà, ce lien social, ce lien communautaire, pour moi, est la clé. Parce que si on ne se connaît pas et qu'on n'est que des étrangers, voilà, je pense qu'il n'y a même pas débat sur héritage, parce que l'héritage, il est commun. Le titre de cette expo, c'est La ville est à nous. On est tous acteurs du patrimoine et tout le monde, finalement, est responsable et a cette capacité à s'engager à sa propre échelle. Ça te fait. Yes, avant de parler de ça, je vais improviser un peu et je m'improvise porte-parole, je crois. J'aimerais vous remercier. Merci pour ce que vous faites. Merci de nous joindre en fait à votre réflexion et à votre discussion. Merci à Matzo, merci à Alissa, merci à Mao. J'ai beaucoup appris. Et voilà, félicitations and keep it up. Tobla Story, c'est une œuvre sur laquelle je travaille depuis quelques années. Et j'ai été en résidence à Matadero dans ce cadre-là, mais en vrai, c'est une histoire. C'est une réflexion, une recherche sur mon quartier, le plateau, mais surtout sur sa toponymie, sur comment est-ce que les noms des rues ont un impact sur la manière dont nous occupons l'espace et la manière dont nous bougeons dans l'espace, qu'est-ce que ces noms disent. Mais c'est aussi juste une pièce d'un puzzle, de quelque chose que j'appelle une pièce orale. Donc j'essaie de mener la même réflexion, d'avoir la même conversation dans une forme de transmédialité. Donc le hip-hop fait partie des médias, la vidéo en fait partie, la littérature en fait partie. Il y a d'autres pièces du puzzle qu'on est en train de rassembler. Et aujourd'hui, c'est la toute première fois que je le montre. Donc je suis un peu stressé, mais bon, voilà, en gros c'est ça, Tobla Story, quoi. Et merci beaucoup Féé pour l'exclusivité, puisque c'est la première fois du coup que le projet est présenté et on va demander de lancer les vidéos. Il y a une diffusion ce soir en fait, donc vous allez sûrement en entendre encore parler. On va passer au moment des questions-réponses, donc je ne sais pas, levez la main si vous avez des questions à propos du débat, n'ayez pas peur. Question ou remarque? Question ou observation, comme vous voulez. Je peux essayer, mais mon français, ça n'est pas très bien. Je peux parler anglais? En anglais, c'est bien sûr, on traduira après. Hi, I am Sabine Lebisk. I'm an architecture historian working in the Netherlands, but I lived in Barcelona as well. And Alicia, I got to know your chef from Paris. I am, for the first time here, hearing about your passion for the heritage of Dakar. I know it from all the multimedia, but now it's the first time we speak. And I suffer as well with Alicia's fear for how the people from here are appreciating their own heritage. And I have not really a question, but just a remark, because I know very good the history of Amsterdam, of course. It's a heritage city. And to give you some support, in the 60s, 70s, nobody liked any old building in Amsterdam. All the canals were really under pressure to be knocked down. Nobody liked the little nice cute Dutch houses that we now admire so much, and that was so much, that also gives us so much economic prophecy, let's say. And in the 60s, 70s, they wanted to have big high roads through the center and our own, the human scale, let's say. And slowly on, they started to
appreciate the old architecture again. And of course now there is not really one building that is not saved if it's possible, because it's financial advantage. If you have an old building and you can do that up, people like that, people rent it quicker, so the owner gets more profit. So it is a whole chain that has developed over the last 50 years in Amsterdam as a city. And I want to give another example in Barcelona, where I lived before the Olympic Games, and also there people didn't appreciate their old neighborhoods. And what there happened was really special during the dictatorship still of Franco. In the university, a group of architects and urbanists, they were more or less preparing for the big change that was coming for a democracy. And what they did, they couldn't really fix the whole city in one moment. But they invited young designers, sometimes graphic designers, sometimes industrial designers, to do up little squares or little furniture in urban space that was really vulnerable. So maybe after a year it was broken down, but it gave a kind of pride back to the city. And that's really, I think, also with the project, with the graffiti that is spreading over the city, you can bring back proudness. Never it will occur that also with investments that will come, you can restore everything, and a lot of the really nice heritage of the French modernism has already destroyed and will be destroyed in the future. It's not savable, but maybe some things you can pick up and make people proud of their own neighborhood with the little inventions. And then slowly on, I believe that Dakar will be the hotspot in about 10-20 years. It's already starting, this change is coming, and then you, with a lot of inventions and projects that you are starting up and spreading that even more out, also internationally, I'm happy to help. Then there comes something, and of course the majority of the people will still say, we like this Dubai Tower. But there's also change coming, and I think that is about to happen. So I'm positive. Welcome. Thank you. Cynthia, maybe I'll let you translate a little bit. I don't know who want to interact. Je traduis pour qui? Ah non, It's necessary. ce n'est pas nécessaire, je pense. On a compris. Est-ce que quelqu'un veut intervenir après? Ça que je voudrais dire, c'est on doit être fiers. On doit ouvrir le jeu pour être fiers à la ville que c'est Dakar. C'est super net ici. Ça va venir. Une autre question, remarque ou... N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Bonsoir tout le monde et merci pour cette table ronde. C'est vrai, en ville, parfois je vois des bâtiments où c'est inscrit patrimoine classé. Je me suis toujours posé des questions, mais je me suis dit qu'après, bon, ce sont des questions peut-être à mettre devant. Mais pour moi, le patrimoine, ça vient de source. La source est très importante de ce que nous avons. La source est beaucoup plus importante. Donc, c'est juste des contributions que je vais faire. Et voilà, donc, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire parce que tout a été dit déjà. C'est un héritage, mais un héritage où il y a une source qu'on doit préserver et qu'on doit protéger peut-être et qu'on doit garder. C'est juste ce petit clin d'œil que je voudrais dire pour ne pas trop dire, trop parler. Excusez-moi déjà, voilà.
Tu veux intervenir moi sur le patrimoine classé? Comme il s'est posé des questions, bon, ces plaques, on m'avait commandé 200 plaques patrimoine classé à céramique, et c'était à l'époque où justement les bureaux du patrimoine venaient d'être créés ou alors renforcés avec la direction d'Amélie Bokoum qui avait été mis à ce poste par Madame Watt. Donc les intentions étaient positives. Et on en avait mis 200 sur des bâtiments différents, mais qui avaient, parce que ça existait dans la loi sénégalaise, une liste précise, qui existe toujours, des bâtiments importants pour le patrimoine. Mais je dois vous dire que même aujourd'hui, j'en ai vu un dans ton quartier préféré, mais de ces 200 que j'ai posés, je pense qu'il en reste à peu près une cinquantaine. Parce qu'ils ont tout cassé, la maison, la plaque, le patrimoine, tout. Mais bon, c'était fait quand même. Merci pour cette intervention, Margot. Et si tu remarqueras que sur le site, on a fait un petit clin d'œil à cette plaque, puisque c'est également le logo de la DPC, de la Direction du patrimoine culturel, et on a repris du coup le monolithe qui apparaît sur la plaque et qui est aussi le monolithe qu'on retrouve à l'IFAN sur la carte digitale qu'on a créée, qui reprend un peu du coup la liste du patrimoine classé, avec également des bâtiments qui ne sont pas inventoriés, mais que nous, on considère comme patrimoine et qui nous paraissent importants. Donc, des plaques, malheureusement, sont en train de disparaître, mais ce site internet qui est accessible à tous est disponible et que le public peut également renseigner. On vous invite à partager avec nous des bâtiments ou des lieux qu'on n'aurait peut-être pas listés et qui, pour la communauté, font sens et son patrimoine. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas exhaustif. Voilà. Donc, les plaques disparaissent, mais on en garde une trace digitale. Du coup, j'enregistre avec deux micros. Non, peut-être juste pour préciser que c'était important pour nous dans la cartographie et dans l'exposition aussi d'avoir une approche assez diverse à ce qui est patrimoine dans le sens de comment dire, aller au-delà de cette conception des monuments historiques. Parce que je pense que c'est aussi source de critique et de faiblesse en fait, de limiter cette idée que patrimoine, ces monuments historiques, je ne sais pas, peut-être construits à l'époque coloniale, parce que c'est la première chose qu'on attaque dès qu'on vient se dire ah non mais en fait il faut préserver ce bâtiment, c'est en fait on veut juste préserver les bâtiments d'une certaine époque et que le patrimoine c'est qu'un bâtiment. Il y a des lieux qui sont très chargés. Nous, les pinches qu'on a vus, et on a eu cette conversation, même débat avec l'architecte qui dit ah mais comment est-ce qu'on fait pour classer les pinches, parce que voilà, où est-ce qu'on délimite, ça commence où, ça finit où. Autour de Sandaga, il y a tout un pinch qui est rempli d'histoire, très important pour ce pays, donc c'est des fois aussi des lieux. Et la question aussi du patrimoine naturel est importante pour nous. C'est presque anachronique lorsqu'on voit Dakar et qu'on imagine la ville de parler de patrimoine naturel, mais bon, voilà, Dakar c'est une presqu'île avec son propre histoire géologique, avec la présence d'un volcan quand même. On oublie, tout un littoral aussi, on parlait de grottes tout à l'heure, mais le fait qu'une grotte qui finalement un abri naturel puisse être un lieu sacré, je pense que c'est très très parlant. Tout le patrimoine aussi végétal, l'immeuble et l'arbre, l'arbre à la base, enfin,
les arbres font partie, les plantes, le végétal fait aussi partie de notre histoire spatiale en fait. On n'a pas besoin d'expliquer à quel point c'est important d'avoir des arbres parce que c'est les endroits, c'est le premier endroit où on va se retrouver, c'est là où on mange, c'est là où ils font bon vivre et on a été quand même très interpellés par la destruction successive de tous ces différents types de patrimoine, donc végétal, les bâtiments classés, parce que clairement ça a malheureusement très peu d'importance. Donc l'idée d'étendre cette conception, d'inclure même des espaces comme du patrimoine industriel, de parler aussi de tout ce qui est parti, de ce qui est démoli et transformé, parce qu'il faut que la mémoire reste. Parce que dans cette mémoire, il y a les savoir-faire, comme on a montré avec le bâtiment de Chaumette, on parle de matérialité, ça c'est quelque chose de vivant, donc de ne pas essayer de rester dans une sorte d'être figé dans un temps, d'être figé dans une typologie, de le rendre le plus dynamique possible. La question bien sûr de l'institution, de la direction du patrimoine culturel reste entière, parce qu'on est dans un état de droit et on espère que, normalement, les institutions fassent leur travail. Il y a des challenges, je pense, qui sont d'ordre budgétaire, institutionnel et politique, en fait, finalement. Lors de l'exposition, on a eu des visites des agents de la DPC qui ont vraiment beaucoup, je pense, fait un plaidoyer, déjà été vraiment très contents de l'exposition, mais faire un plaidoyer aussi pour qu'il y ait plus de partenariat entre le public et le privé pour porter des projets qui puissent aller dans le sens de la valorisation de vraiment l'héritage de façon large. La direction du patrimoine culturel ne s'occupe pas juste du bâti, hein, c'est de la culture. Et on fait ce plaidoyer pour là où il peut agir du côté institutionnel et là où le privé peut, sur la base d'initiatives de financement aussi, agir, de pouvoir travailler ensemble pour ne pas juste être spectateur. Et c'est notre volonté à la suite de cette exposition que ça puisse être ce plaidoyer. Le début, on espère, ou en tout cas, pas le renouveau, parce qu'il y a aussi des initiatives en cours, mais que ça puisse insuffler cette nouvelle dynamique, on espère, de se positionner et vraiment d'agir. S'il n'y a plus d'intervention, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot pour clôturer. Non. Je voulais remercier nos intervenants et nos deux modératrices pour le magnifique travail qu'elles ont fait. It was packed, comme on dit. C'était efficace, comme toujours avec vous. Et brillant, évidemment. Vous rappelez que ce programme il fait partie d'une série qui s'appelle les Citéologies, qui continue demain, mais malheureusement la marche est complète parce qu'on avait un niveau maximum de participants. Donc demain ça continue avec une marche avec Youssoufa Fessar et Carole Diop, un regard croisé, et une projection le vendredi 26 de Ghost Fair Trade à propos du CICES, dont on entendra encore une autre conversation sur le patrimoine. Je voudrais vous inviter à rester pour un petit verre et des Nyamanema et vous dire merci pour votre présence. Et puis voilà, on va ranger les chaises et puis vous pouvez vous rapprocher du bar. Merci à tous et bonne soirée.